Une étude de l'université de Stanford a révélé que près d'une personne sur 5 a été engagée, sans le savoir, dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Et le pire? La majorité ne s'en rend compte qu'après avoir été détruite mentalement. Au début, il ou elle semblait parfait, attentionné, présent, presque trop bien pour être vrai. Et c'est justement ça le piège. Ce n'était pas de l'amour. C'était une prise de pouvoir silencieuse. Tu n'as pas vu le danger venir. Tu as justifié. Tu as pardonné. Tu t'es adapté. Mais un jour, tu t'es réveillé vidé, culpabilisé, brisé. Et tu t'es demandé, est-ce que c'est moi le problème? Ce n'est pas toi. Tu es simplement tombé sur un manipulateur expert, un pervers narcissique, qui s'est transformé le doute en arme et l'amour en poison. Ce type de profil est capable de détruire ton estime, ton identité, ton énergie, tout en se faisant passer pour la victime. D'après le docteur Ramani Durvasula, spécialiste des troubles narcissiques, les personnes ayant vécu ce genre de couple toxique mettent en moyenne 18 mois à se reconstruire émotionnellement, après la rupture. Et certains ne se relèvent jamais vraiment, car ils n'ont jamais compris ce qu'ils ont vécu. Mais aujourd'hui, on va tout éclairer. Tu vas apprendre les comportements les plus effrayants, les stratégies les plus perverses, et surtout comment reprendre le pouvoir. Ce que tu vas entendre ici, personne ne te l'a jamais expliqué aussi clairement. Si tu es, ou si tu as été dans ce genre de relation toxique, clique sur like. Tu peux aussi partager ton expérience en commentaire, ou simplement écrire « Merci ». Parce que parfois, un mot peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Le professeur Otto Kernberg, expert mondialement reconnu en psychiatrie, a déclaré que le narcissisme pathologique est une forme de perversion de la conscience humaine. Selon une étude menée par l'Université de Buffalo, environ une personne sur 16 présente des traits narcissiques assez prononcés pour nuire sérieusement à autrui. Et pourtant, nous ne les voyons pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent l'art du masque. Et ce masque, Freud, Jung et même Marc Aurèle l'avaient déjà entrevu, bien avant que la science ne puisse l'observer au microscope de la psychologie clinique. Freud a été l'un des premiers à théoriser le narcissisme comme une régression de l'amour de l'autre vers l'amour de soi. Mais ce n'est pas un simple ego gonflé. Pour Freud, le narcissique pathologique est un individu coincé dans une phase infantile, incapable de reconnaître l'existence émotionnelle des autres. Il n'aime pas les autres. Il les utilise. Et derrière cette façade, se cache un vide terrifiant. Carl Jung, lui, allait plus loin. Il voyait dans le narcissique un archétype de l'ombre, cette part sombre que chacun de nous cache, mais que le narcissique, lui, projette sur le monde entier. Il déteste ce qu'il ne peut pas contrôler. Et il aime détruire ce qu'il ne peut pas posséder. Pour Jung, le narcissique est en guerre avec lui-même, mais c'est vous qui payez les dégâts. Et que dirait Marc Aurèle, empereur stoïcien et observateur du cœur humain? Il nous aurait dit ceci, et il l'a dit, l'âme reste invincible, tant qu'elle ne se laisse pas souiller. Le narcissique n'a pas de pouvoir réel. Il manipule, déforme, illusionne. Il crée des réalités alternatives dans lesquelles vous devenez le coupable, pendant qu'il se pare des habits de la victime. Et c'est là que ça commence à vous concerner directement. Parce que peut-être que vous aussi, vous avez déjà eu ce sentiment flou, étrange, que quelque chose n'allait pas dans une relation. Peut-être que vous vous êtes excusé sans trop savoir pourquoi. Peut-être même que vous avez cru être fou. Ce n'était pas de la folie. C'était un miroir déformant. Et ce miroir, ce sont les narcissiques qui l'ont façonné, depuis l'enfance, pour contrôler, pour survivre, pour dominer. La neuroscience actuelle confirme que le cerveau des narcissiques pathologiques montre des anomalies spécifiques, notamment une hypoactivité dans l'amygdale, la région du cerveau responsable de l'empathie et de la peur. Cela veut dire, très concrètement, qu'ils peuvent vous regarder souffrir sans que cela ne déclenche la moindre alarme chez eux. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ressentir. C'est qu'ils ne peuvent pas. Un rapport de la revue Personality Disorder publié en 2021 révèle que les narcissiques peuvent simuler l'empathie, mais uniquement lorsqu'ils y trouvent un intérêt personnel. Ce n'est donc pas une absence totale d'émotion, mais un usage stratégique de celle-ci. On ne parle plus d'un humain ordinaire. On parle d'un prédateur social. Et là où ça devient effrayant, c'est que ces personnes se retrouvent massivement dans des postes de pouvoir. Une étude menée par l'Université de Durham montre que les traits narcissiques sont surprésentés chez les PDG, les influenceurs, les politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils savent manipuler les perceptions. Parce qu'ils savent charmer. Parce qu'ils savent simuler ce que vous voulez voir. Mais ce n'est pas une fatalité. Savoir, c'est déjà commencer à se libérer. Comprendre les ressorts profonds du narcissisme, c'est se réapproprier ce que vous aviez perdu sans même vous en rendre compte. Votre clarté. Votre paix. Votre discernement.
La philosophie stoïcienne ne nous demande pas de changer le monde, elle nous apprend à reprendre le pouvoir sur nos perceptions. Face au narcissique, ce pouvoir est votre meilleure arme. Et dans les parties suivantes, vous allez découvrir pourquoi ce monstre vous attire, comment il tisse sa toile, et surtout, comment vous en libérer. Parce qu'on ne combat pas un masque avec des cris. On le combat avec de la lumière. Et la lumière, c'est la connaissance. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Quand on parle de manipulation, on imagine des cris, des insultes, des gestes violents. Mais la manipulation la plus destructrice est celle qu'on ne voit pas. Celle qui commence doucement, lentement, presque tendrement. C'est celle-là que les narcissiques utilisent. Et c'est pour cela qu'elle est si dangereuse. Le psychologue Robert Cialdini, expert mondial en influence, a montré que 95% des gens sous-estiment à quel point ils peuvent être manipulés par des techniques subtiles de persuasion. Et le narcissique, lui, a compris ça instinctivement. Il utilise ce qu'on appelle en psychologie le love bombing, une avalanche d'attention, de compliments, de gestes parfaits au début d'une relation. Ce n'est pas de l'amour. C'est un appât. La neuroscience nous explique pourquoi ça fonctionne. Quand vous recevez des marques soudaines d'attention, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Mais quand ces récompenses sont ensuite retirées sans explication, c'est votre cortisol qui monte l'hormone du stress. Et là, vous entrez dans un cycle de dépendance émotionnelle, semblable à celui d'un toxicomane. Vous vous accrochez, vous attendez le retour de la douceur, qui revient parfois, juste assez pour que vous restiez. Carl Jung parlait de ces jeux d'ombre. Il disait, ce à quoi tu résistes, persiste. Plus vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal, plus vous tentez de rationaliser, de comprendre, de justifier. Et plus le narcissique tisse sa toile. Ce n'est pas une erreur de jugement, c'est une stratégie. Il avance lentement, sans déclencher vos alarmes conscientes. Marc Aurèle, lui, aurait reconnu immédiatement cette mécanique. Dans ses pensées, il écrit « Tu as le pouvoir de ne pas te laisser entraîner par l'imagination. » Mais ce pouvoir, le narcissique fait tout pour vous le voler. Il réécrit la réalité sous vos yeux. Des études publiées dans le Journal of Personality Disorder ont montré que les narcissiques emploient massivement des techniques de gaslighting, vous faire douter de vos perceptions, de vos souvenirs, de votre intuition. Un exemple, vous les confrontez à une promesse qu'ils n'ont pas tenue. Ils répondent, tu inventes. Tu es trop sensible. Tu dramatises tout. Peu à peu, vous n'avez plus confiance en vous. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. L'une des victimes les plus connues de manipulation douce fut Marilyn Monroe. Derrière l'icône, il y avait une femme détruite par des figures narcissiques puissantes. Des producteurs, des hommes d'influence qui ont utilisé son besoin d'amour pour la contrôler. Elle disait, il m'aimait comme un produit, pas comme une personne. Vous aussi, vous avez peut-être ressenti ça. Ce moment où vous sentez que vous n'êtes plus vraiment vous-même. Que vous agissez pour faire plaisir, pour éviter le conflit, pour maintenir une paix fragile. Ce n'est pas de l'amour. C'est une prise de pouvoir invisible. Et pourtant, à ce stade, on doute encore. Parce que le narcissique alterne ombre et lumière. Ce qu'on appelle en psychologie le renforcement intermittent. C'est ce qui rend un comportement 10 fois plus addictif. Les machines à sous-utilisent ce principe. Les narcissiques aussi. Freud expliquait que le narcissique séduit pour mieux capturer le moi de l'autre. Et il ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a pris le contrôle, il commence à modeler vos émotions, vos réactions, vos choix. Vous pensez être libre. Vous ne l'êtes plus. Mais il y a une faille dans ce système. Une faille que les stoïciens connaissaient bien, la lucidité. Sénèque écrivait, « Personne ne peut te nuire si tu sais où tu vas. » Reprendre le fil de vos pensées, identifier les moments où vous ressentez du flou, du doute, de l'incohérence émotionnelle, c'est là que la lumière revient. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est une alarme. Un signal que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Et plus vous êtes informé, plus vous êtes libre. Dans les prochaines minutes, on va aller encore plus loin. Vous allez comprendre comment ils inversent les rôles, comment ils se font passer pour les victimes alors qu'ils vous détruisent. C'est l'une de leurs armes les plus puissantes. Et une fois que vous la verrez à l'œuvre, vous ne l'oublierez jamais. Imaginez une scène, vous êtes épuisé, à bout de nerfs. Vous venez de subir des semaines, parfois des mois, de reproches voilés, de regards blessants, de silences calculés. Et au moment où, enfin, vous osez exprimer votre douleur, votre confusion, vos besoins, il vous regarde, la voix tremblante, les yeux humides, et vous dit « Comment peux-tu me faire ça ?»
À cet instant, vous n'êtes plus la victime. Vous êtes devenu le bourreau. Et lui, le narcissique, se part du costume de martyr. Ce mécanisme psychologique, c'est l'arme absolue des narcissiques. On l'appelle l'inversion perverse. Et ce n'est pas une figure de style. C'est une stratégie précise, documentée, étudiée. Le psychologue Georges Simon, spécialiste des personnalités manipulatrices, explique que les narcissiques utilisent cette technique pour désarmer totalement leur cible. Il écrit, ils inversent le script émotionnel pour prendre le dessus moral, même lorsqu'ils sont dans leur tort. Vous commencez à douter. Vous culpabilisez. Vous vous demandez si vous n'en avez pas trop dit, si vous avez été trop dur, trop exigeant. Et pendant que vous vous torturez l'esprit, le narcissique, lui, est déjà passé à l'étape suivante, consolider son pouvoir sur vous. Carl Jung l'avait anticipé. Il parlait de la projection de l'ombre, ce mécanisme par lequel un individu rejette sur l'autre ce qu'il refuse de voir en lui-même. Le narcissique ne supporte pas l'idée d'avoir tort. Il est incapable de se remettre en question. Alors il fait mieux, il vous donne ses fautes à porter. Il les vous injecte, émotionnellement, psychologiquement. Et vous les endossez. Des études publiées dans The Journal of Personality and Social Psychology montrent que les personnes en relation avec des narcissiques développent des symptômes proches du stress post-traumatique, y compris une perte de repères, des accès de culpabilité chronique et une tendance à l'autosabotage. Pas parce qu'elles sont faibles, parce qu'elles ont été piégées dans une réalité inversée. Freud disait, là où le moi était, le ça doit advenir. Mais chez le narcissique, le ça, ces pulsions destructrices est soigneusement cachées derrière un masque de fragilité. Il pleure, il tremble, il jure qu'il vous aime, qu'il n'est pas parfait, qu'il fait des efforts. Et il le dit juste au bon moment. Juste après vous avoir humilié, vidé, blessé. C'est une boucle, un cycle, un piège. Marc Aurèle, stoïcien lucide, avertissait déjà, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. Et c'est exactement là que frappe l'inversion perverse, elle travaille votre opinion de vous-même. Elle vous décentre, vous éloigne de votre intuition. Elle vous pousse à croire que vous êtes l'origine du chaos, alors que vous n'êtes que l'otage d'un théâtre émotionnel. Ce théâtre a ses scripts bien rodés. Tu me blesses, tu ne m'aimes plus, tu ne comprends rien, tout est de ta faute. Et le plus effrayant, ces phrases viennent souvent juste après un abus, un mensonge découvert, une trahison. C'est une diversion, un écran de fumée. Le narcissique ne se défend pas, il attaque en se faisant passer pour la cible. Dans le monde des pervers narcissiques, il n'y a pas de vérité partagée. Il n'y a que la vérité utile, celle qui lui permet de conserver son image et son emprise. Si vous pleurez, il vous dira que vous êtes instable. Si vous vous taisez, il dira que vous fuyez. Si vous exprimez votre colère, il criera à la violence psychologique. Il inverse tout. Il redessine la réalité. C'est ce que la psychiatre Marie-France Irigoyen appelle la confusion morale. Une zone grise où la victime doute de tout, de ses émotions, de ses souvenirs, de sa perception. Et c'est là que le stoïcisme peut devenir un phare dans la tempête. Parce qu'il ne vous dit pas ce que l'autre est. Il vous rappelle ce que vous êtes, et ce que vous avez le droit de ressentir. Sénèque écrivait, « Il est plus honteux de se laisser tromper 2 fois que d'avoir été trompé 1 fois. » Reconnaître ce mécanisme, c'est sortir du brouillard. C'est nommer ce qui vous a été volé, la clarté, l'estime, l'équilibre. Si vous vous êtes déjà retrouvé à vous excuser de souffrir, à consoler celui qui vous a détruit, à vous sentir coupable de poser des limites, alors vous avez été pris dans cette inversion. Mais la bonne nouvelle, c'est que le fait même de mettre des mots sur ce phénomène vous rend déjà plus libre. Et ce n'est que le début. Parce que dans la prochaine partie, nous allons plonger dans ce qui fait froid dans le dos, l'absence d'empathie réelle chez les narcissiques. Vous pensiez qu'il ressentait ce que vous vivez? Vous allez découvrir pourquoi ce n'est qu'un jeu pour lui. Un jeu dangereux. On aimerait croire qu'au fond, il ressente quelque chose. Qu'il y a une part blessée, sensible, enfouie quelque part sous la froideur, les jeux de pouvoir, les silences glaçants. Mais ce que la science nous dit aujourd'hui est bien plus dérangeant. Certains ne ressentent rien. Rien pour l'autre. Rien pour vous. Derrière le masque, il n'y a pas une âme tourmentée qui attend d'être aimée. Il y a un vide. Un espace stérile d'émotions, que même la souffrance des autres ne parvient pas à toucher. Une étude publiée en 2013 dans Frontiers in Human Neurosciences a révélé que les personnes atteintes de narcissisme pathologique présentent une hypoactivation de leur cortex préfrontal médian, une région liée à la conscience morale et à l'empathie cognitive. En clair, ils peuvent comprendre ce que vous ressentez, mais ils ne ressentent rien eux-mêmes. Et ce n'est pas un accident. C'est un mécanisme structurel.
Carl Jung appelait ces personnes des formes creuses de pouvoir, des êtres capables de simuler l'humanité sans jamais y participer pleinement. Il écrivait: « Il est terrifiant de constater à quel point un être peut se désintéresser totalement du sort de son prochain, tout en s'imaginant être moralement supérieur. » C'est exactement ce que le narcissique pathologique incarne. Il ne ressent pas vos émotions. Il les observe, les analyse et s'en sert. Dans une expérience dirigée par le professeur Paul Ekman, spécialiste mondial des micro-expressions, il a été démontré que les narcissiques peuvent imiter les émotions humaines avec une précision redoutable. Joie, tristesse, compassion, tout est copié, mimé. Mais ce n'est pas une preuve d'empathie. C'est une stratégie de domination. Une manipulation comportementale. Un langage du corps vidé de sincérité. Freud lui-même parlait du narcissisme primaire comme d'un état infantile qui devient monstrueux lorsqu'il persiste à l'âge adulte. Il notait que l'individu narcissique retourne toutes les pulsions vers lui-même et ne reconnaît plus l'existence d'un monde extérieur qui aurait une valeur intrinsèque. Il n'y a que deux choses, lui, et ce qu'il peut tirer de vous. Et c'est là que le danger devient réel. Car ce type de personnalité n'est pas seulement émotionnellement handicapé, il est activement prédateur. Il peut vous faire croire qu'il souffre, qu'il culpabilise, qu'il regrette. Il sait comment se rendre attachant. Il a appris, très jeune, que l'empathie simulée donne accès à la confiance des autres. Et avec cette confiance, il entre. Il observe vos failles. Il comprend vos désirs. Puis, il les retourne contre vous. Marc Aurèle écrivait: « L'homme est affecté non par les événements, mais par la perception qu'il en a. Le narcissique, lui, ne vit pas dans la même perception que vous. Là où vous voyez un lien, il voit une opportunité. Là où vous cherchez une connexion, il cherche une faille. Et plus vous êtes sensible, plus vous êtes généreux, plus vous êtes une cible parfaite. » Le psychiatre Sam Vaknin, l'un des premiers à avoir documenté en profondeur le trouble narcissique, explique que ces individus utilisent les autres comme des miroirs émotionnels. Ils absorbent vos réactions pour ajuster leur personnage. Mais ce n'est jamais durable. Ce n'est jamais vrai. Parce qu'à l'intérieur, ils ne ressentent rien. Pas de remords, pas de honte, pas de douleur réelle. Seulement de la frustration quand les choses leur échappent. Et ce vide, ce non-sentiment, est encore plus glaçant quand il est confronté à votre propre douleur. Une victime de relations narcissiques disait: « Je pleurais devant lui. Il m'a regardé comme si j'étais un insecte sur sa chaussure. Et puis il a souri. » Ce sourire, c'est le reflet du néant intérieur. Ce n'est pas une moquerie. C'est l'absence pure. Mais ce vide n'est pas invincible. Il ne tient que par votre ignorance, votre espoir, votre désir d'y trouver une âme. C'est là que les stoïciens deviennent nos alliés. Sénèque affirmait: « Celui qui ne ressent rien pour l'humanité est déjà son ennemi. » Reconnaître le vide, c'est déjà le mettre en lumière. Et la lumière, c'est votre conscience, votre discernement. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas apprendre à un narcissique à ressentir. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre responsabilité. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est apprendre à reconnaître le vide. Apprendre à ressentir ce qui est vrai et ce qui est joué. Apprendre à ne plus chercher de chaleur dans une pierre. Et surtout, comprendre ce que ce vide fait à votre esprit. Parce que dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi partir ne suffit pas. Pourquoi le narcissique ne vous lâche pas, même une fois la relation terminée. Comment il revient, encore et encore. Et pourquoi il ne supporte pas de perdre, surtout vous. On croit qu'une fois la porte claquée, c'est fini. Qu'en bloquant le numéro, en quittant la pièce ou en mettant des kilomètres entre vous et lui, tout s'arrête. Mais ce n'est jamais aussi simple. Parce que le narcissique ne quitte jamais vraiment la scène. Il rôde. Il attend. Il observe. Il revient, souvent au moment où vous commencez à aller mieux. Et il ne revient pas pour aimer. Il revient pour reprendre possession. Les psychologues appellent ça le hovering, un terme inspiré de l'aspirateur ovaire, parce que c'est exactement ce que fait un narcissique. Il aspire à nouveau votre attention, votre énergie, votre présence. Selon une étude de 2018 publiée dans Personality and Individual Difference, plus de 70% des personnes ayant rompu avec un narcissique rapportent des tentatives de recontact, parfois des années après la séparation. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Il ne s'agit pas d'un retour romantique. Il s'agit d'un test de contrôle. Le narcissique veut savoir s'il a encore accès à vous. S'il peut encore déclencher quelque chose. Une émotion. Une réaction. Une faille. Peu importe qu'il vous ait détruit auparavant. Il revient avec un message anodin, une phrase piégée. J'espère que tu vas bien. Ce n'est pas une preuve d'attention. C'est une porte entrouverte. Marc Aurèle écrivait: tu dois rester droit, non pas redressé. Cette citation prend tout son sens ici.
Parce que lorsque le narcissique revient, il ne vous attaque pas de front. Il glisse dans votre vie par les failles que vous avez laissées ouvertes. L'oubli d'un objet, une photo sur les réseaux, un anniversaire. Il n'a pas besoin de beaucoup pour semer à nouveau le doute. Et si vous répondez, même par politesse, même par colère, vous rouvrez la boucle. Mais pourquoi ce besoin de revenir? La réponse est simple, mais glaçante. Le narcissique ne supporte pas la perte de sa source d'approvisionnement émotionnel. Pour lui, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une fonction, un miroir, un réservoir d'énergie. Et si vous partez, il perd une part de son pouvoir. Pas parce qu'il vous aime, mais parce que vous lui êtes utile. Carl Jung écrivait, « Ce que tu ne veux pas affronter, tu le trouveras toujours sur ton chemin. » Si vous fuyez sans comprendre ce qui vous a lié, sans briser le cycle psychologique, sans reprendre le contrôle intérieur, alors le narcissique reviendra, ou un autre prendra sa place. Parce que le lien avec un narcissique est rarement un simple attachement. C'est un trauma bonding, un lien de traumatisme. Le professeur Patrick Carnes, spécialiste mondial de la dépendance affective, décrit le trauma bonding comme une alternance de récompense et de punition qui crée une addiction émotionnelle. C'est pourquoi vous pouvez savoir que cette personne est toxique, mais malgré tout, pensez encore à elle, rêvez d'elle, espérez une excuse. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est une réponse chimique. Votre cerveau a été reprogrammé. Et même après le départ, ce lien persiste. Il vous hante. Il brouille vos nouvelles relations. Il vous fait douter de vous-même. Il vous fait croire que vous êtes difficile à aimer, trop sensible, trop instable. Ces idées ne viennent pas de vous. Ce sont des injections mentales laissées derrière, comme des virus dans votre système émotionnel. Sénèque disait, le premier signe de guérison, c'est de vouloir guérir. Comprendre que fuir ne suffit pas, c'est la première étape. Ce que vous devez faire, c'est extraire le poison. Nommer les dynamiques. Reprendre possession de vos perceptions. Reprogrammer votre système nerveux pour qu'il ne confonde plus tension et amour, chaos et passion. Le danger, c'est de croire que vous êtes à l'abri parce que vous êtes loin. Mais la distance ne détruit pas une emprise invisible. Seule la conscience, seule une transformation intérieure, peut réellement vous libérer. Et c'est ce que les stoïciens nous ont légué, non pas des règles, mais un regard sur le monde. Une manière de se reconnecter à soi, à ce qui est stable, calme, lucide. Et si vous pensez encore à cette personne, ce n'est pas que vous l'aimez. C'est que vous avez été lié à elle dans la douleur. Ce lien, vous pouvez le briser. Et dans la dernière partie, on va explorer comment faire exactement cela, comment reprendre votre souveraineté intérieure, comment retrouver une paix que personne ne peut manipuler, et comment faire de cette épreuve une renaissance stoïcienne. Tu as été manipulé, vidé, retourné contre toi-même. Tu as cru perdre la raison. Mais ce n'était pas de la folie. C'était le prix d'un contact prolongé avec quelqu'un qui ne ressent rien mais sait imiter tout. Maintenant, tu veux te libérer. Tu veux comprendre comment reprendre le contrôle. Et c'est là que le stoïcisme entre, non pas comme une philosophie abstraite, mais comme une arme. Une méthode de reconstruction radicale, forgée par ceux qui ont connu la souffrance, l'oppression, le rejet, et qui en sont sortis invincibles. Marc Aurèle, empereur de Rome, confronté à des trahisons politiques, à la maladie, à la mort de ses enfants, écrivait chaque matin pour ne pas perdre son équilibre. Il notait ceci, le vrai mal n'est pas ce que l'on te fait, mais ce que tu laisses entrer en toi. C'est ça, le cœur de la libération stoïcienne. Ce n'est pas nier ce que tu as vécu. C'est refuser que cela te définisse. Refuser que la blessure devienne ton identité. Face au narcissique, tu ne peux pas gagner en criant plus fort. Tu gagnes en retirant ta réaction. C'est exactement ce que décrivait Épictète. Ce n'est pas l'insulte qui te blesse, mais le fait que tu y réagisses. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté. Il s'agit de redevenir l'auteur de ta propre énergie, de ton attention, de tes pensées. La science confirme la puissance de ce recentrage. Une étude menée par l'université de Harvard a prouvé que la méditation stoïcienne, basée sur l'observation des pensées et la maîtrise du jugement, réduit significativement les symptômes d'anxiété post-traumatique. En d'autres termes, reprogrammer son mental selon les principes stoïciens, c'est réparer les circuits que le narcissique a déréglés. Mais comment on fait, concrètement? On commence par reprendre ce qui a été volé, la perception. Chaque fois que tu ressens le doute, la peur, la honte, au lieu de la fuir, tu la regardes. Tu la questionnes. Tu te dis, comme Sénèque, est-ce que cette pensée m'élève, ou est-ce qu'elle me détruit? Si elle t'écrase, ce n'est pas la tienne. C'est une graine qui l'a plantée. Et tu as le droit de la déraciner. Ensuite, tu restaures tes limites mentales. Les narcissiques détestent les limites. Ils les attaquent,
les contournent, les ridiculisent. C'est pour ça qu'elles sont vitales. Ne pas répondre, ne pas expliquer, ne pas justifier. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un mur. Et ce mur te protège. Tu reconstruis aussi ton identité propre. Car pendant trop longtemps, tu as été façonné par son regard, son jugement, son approbation. Tu dois redevenir ton propre miroir. Le stoïcisme t'apprend à te définir par tes actes, non par l'opinion d'un autre. Épictète disait, « Montre-moi ce que tu fais, et je saurai qui tu es. » Commence petit. Un geste juste. Une décision claire. Un non ferme. Et puis il y a cette étape cruciale, la séparation émotionnelle. Tu ne peux pas empêcher l'autre d'exister. Mais tu peux décider qu'il n'existe plus en toi. Il ne vit que si tu lui donnes de la place dans ton esprit. C'est là que réside la véritable liberté, refuser la cohabitation mentale avec un être toxique. Il faut aussi comprendre ceci, la paix intérieure ne vient pas d'un monde sans conflit. Elle vient d'un monde intérieur clair, où tu sais reconnaître ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Sénèque écrivait, « La tranquillité ne dépend pas du silence autour de toi, mais de l'ordre dans ton âme. » Et si aujourd'hui tu te sens abîmé, incompris, fatigué, ce n'est pas une fin. C'est une renaissance en cours. Car tout ce que tu viens de traverser, tout ce qui t'a blessé, peut devenir un levier. Pas pour te venger, mais pour vivre autrement, plus lucide, plus fort, plus serein. Tu n'es pas cassé. Tu es éveillé. Et cette vigilance, cette conscience que tu portes désormais, c'est ce que les stoïciens appelaient la vertu, la capacité à vivre selon ta propre nature, libre, lucide, invulnérable de l'intérieur. Le narcissique voulait te posséder. Aujourd'hui, tu te récupères. Et c'est ça, la véritable victoire. Maintenant que nous en sommes à la fin, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Tu peux me le dire en commentaire, et si le cœur en est, tu peux aussi rejoindre nos membres pour des vidéos exclusives, qui t'aideront encore plus à sortir de ta situation et à mieux comprendre. Merci à vous.